ici Londres. Les Français parlent aux Français. Le Conseil départemental de l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance, commémore le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un événement exceptionnel, c'est une émission pas comme les autres. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce rendez-vous qui résonne un peu comme un défi, une réponse heureuse et efficace aux contraintes qui sont les nôtres depuis quelques semaines. Et c'est en cela que c'est aussi un acte que l'on pourrait qualifier de gaulliste. Les Français libres, derrière leur chef, le général de Gaulle, étaient des volontaires optimistes. Et leur message reste d'une actualité, d'une grande modernité, un exemple pour les nouvelles générations. C'est un plaisir de vous accueillir et de laisser la parole pour le mot d'ouverture à M. Christophe de Ballor, président du Conseil départemental de l'Orne. Bonjour M. de Ballor. Bonjour M. Bayard. Nous sommes le 18 juin 2020 et il est 18h. À l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, le Conseil départemental a voulu manifester cette période extraordinaire à travers une manifestation qui se veut pédagogique, de témoignages et de souvenirs. Pour ce faire, nous avons 9 collégiens qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet et que je remercie pour leur engagement. Nous avons également 9 grands témoins de cette époque incroyable qui se sont prêtés à l'exercice des interviews par nos collégiens. Et nous avons, dans ces 9 grands témoins, 3 qui seront présents ce soir autour de cette table pour commenter et témoigner ce moment de vie absolument hors norme. Le Conseil départemental a organisé cette belle manifestation en lien étroit avec, bien sûr, tous les sites internet, Alençon FM, et le site internet, bien sûr, du Conseil départemental. Je veux remercier en particulier nos 3 grands témoins. Bien sûr, Madame Dandigné, bien connue au Conseil départemental de l'Orne. Madame Lajon, présidente départementale des CVR, des combattants volontaires de la Résistance. Et bien sûr, Danielle Mazine, veuve du commandant Mazine, bien connue du monde des résistants du département. Je salue aussi l'ensemble des parlementaires de l'Orne, tous les parlementaires de l'Orne, députés et sénateurs, qui nous font l'amitié de nous accompagner pour ce moment de partage, ainsi que les conseillers départementaux qui se font une joie de participer également à ce beau moment. Merci à vous tous de votre présence nombreuse ici au département ou sur les ondes et sur les sites internet. Merci, Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Orne. Nous sommes là pour rendre hommage, effectivement, et nous sommes là également pour transmettre l'histoire, notamment aux jeunes générations. Et ce sont ces jeunes générations qui se sont bien engagées, qui se sont illustrées brillamment dans ces préparations. Et ce soir, évidemment, dans cette émission en direct. Pour commencer, première interview, ce sera avec une élève, une des élèves de la classe défense du collège Louise Michel. Bonjour Imen. Alors, nous t'écoutons pour la première interview, premier grand témoin que tu as rencontré. Nous allons entendre maintenant M. Leduc, qui avait 9 ans en 1940, qui habitait à Saint-Lô avec ses parents. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants. Son père faisait de la résistance dont il sait peu de choses. Il a vécu les terribles bombardements de Saint-Lô, qui a été surnommée la capitale des ruines. Son admiration pour le général de Gaulle est immense. Nous l'écoutons.
Avez-vous subi des bombardements? Alors, si vous me parlez des bombardements, hélas, dès la première semaine de juin, nous avons subi une vague épouvantable de je ne sais combien de... À l'époque, on parlait de forteresses vivantes. Je ne sais pas si ça s'emploie toujours. Toujours est-il qu'on a eu des tonnes et des tonnes de bombes qui nous sont tombées dessus. Et malheureusement, on ne peut pas dire que ça s'est arrêté le jour même, parce que pendant plusieurs semaines, on revenait presque à chaque fois, et à chaque fois, on nous rebombardait avec toutes sortes de bombes, vous savez, des bombes différentes, avec des flammables, je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire exactement. Mais ça a été très très dur et très long. Très long. On a eu la chance, là, de s'en tirer, toute la famille, sans gros dégâts. Comment avez-vous vécu la libération? Ah, la libération, eh bien, vous savez, la libération, c'était pas très drôle parce que je suis obligé de vous parler de ce qui s'est passé avant. Alors, nous avons été obligés de prendre l'exode avec mon jeune frère, donc, qui avait 2 mois à l'époque, et nous avons été recueillis dans une famille au lieu dénommé Percy, c'est une petite commune de la Manche, et c'est là que nous avons été obligés de nous mettre à l'abri dans des tranchées qui avaient été construites par des cultivateurs des environs. Et nous avons vécu 3 jours avec tous les enfants, toute la famille, dans ces tranchées qui étaient là. Et le 3e jour, qui était le dernier jour, après avoir subi des nuits mais absolument épouvantables, je ne pourrais pas vous les décrire, mon père, qui était un homme de grande taille, puisqu'il faisait presque 2 mètres, a été tué par une rafale de mitrailleuse alors que nous étions là, devant lui. Il a été touché en plein cœur et on a dû attendre la fin de la bataille pour pouvoir le dégager. Et c'était ma mère et ma grand-mère, qui avaient 80 et quelques années, qui ont réussi à l'enlever et à le mettre de côté pour pouvoir l'enterrer. Alors, vous dire ce qu'on a pu subir à ce moment-là, c'est quelque chose dont j'aimerais ne pas jamais me rappeler. Parce que on a vu les soldats, aussi bien américains que anglais, se transpercer devant chez nous, devant cette petite tranchée qui avait été faite et qui était restée suspendue, vous savez, par les armes, traversée par les armes, et qui était restée comme ça, dans la position où ils se sont embrochés. C'était quelque chose d'épouvantable, ce qu'on a vécu. Et on a vécu ça pendant 3 jours. Mon père, qui à ce moment-là, au départ, s'est fait reconnaître, a travaillé avec l'état-major américain, mais ça n'a duré que quelques temps. Ça nous a permis de nous reprendre un peu parce que, bon, au moment où ça s'est produit, le calme est revenu. Bon, les Allemands cherchaient probablement à aussi reprendre un peu le souffle. Et c'est après, le dernier jour, on a été obligé de rentrer rapidement dans ces tranchées où nous sommes partis précipitamment après. Et que là, nous avons assisté à la dernière bataille, et c'est la bataille qui a coûté la vie à mon pauvre père. Ma mère, qui avait 30 ans à l'époque, est restée toute veuve, avec ses 5 enfants, sans maison, sans argent, sans rien. C'était fini. Elle n'avait plus rien.
Et quand l'état-major américain est arrivé pour lui demander, pour lui faire des excuses d'abord, si encore c'était possible, faire des excuses, ah oui, bon. Eh bien, elle a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'accepte quoi que ce soit? Ils ont dit, ben, dites-nous, on va faire ce que vous voulez. Remplacer un mari, remplacer une maison, remplacer tout, il n'y avait rien. Et finalement, eh bien, ma mère a opté pour une région en France où nous avons été transportés par la main américaine et où nous avons vécu avec comment dirais-je, ce qu'on appelait à ce moment-là le secours national, c'est-à-dire l'organisme qui permettait de vivre à tous ceux qui n'avaient plus rien. Et c'est comme ça que nous avons survécu pendant la guerre et pendant plus d'1 an, puisque nous n'avions rien. J'ai une admiration sans borne pour le général. C'est comme ça, je n'y peux rien, mais j'étais un des premiers, il ne faut pas exagérer, mais j'ai fait partie du premier groupe qui, à Bayeux, a entendu le premier discours du général de Gaulle. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de lui serrer la main. Voilà. Pour moi, ça me marque pour l'ensemble de ma vie. Ici, Londres. Les Français parlent Avez-vous aux subi des Français. bombardements? Le 18 juin 2020, Alors, si vous le me Conseil parlez des départemental de bombardements, l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance, organise un hommage au général de Gaulle et une émission spéciale à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. À 18h, 9 élèves de la classe défense du collège Louise Michel d'Alençon interrogeront 9 ornais, témoins de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Écoutez cette émission exceptionnelle en direct sur Alençon FM le 18 juin 2020 à 18h. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. La voix du général de Gaulle, le chef des Français libres, dans cette émission hommage, et cette émission qui commémore les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940. Avant de retrouver une élève, l'honneur également et le plaisir de retrouver Madame Lajon, qui est présidente d'honneur des combattants volontaires de la résistance de l'Orne. Bonjour Madame Lajon. Alors nous aurons le plaisir de vous demander pendant tout le long de l'émission de réagir par rapport à ce que vous allez voir et entendre, et bien sûr également par rapport à ce que vont faire les élèves. Et justement, une élève pour un deuxième interview, deuxième grand témoin rencontré avec Aïché. Bonjour Aïché. Bonjour. Nous allons vous présenter Madame Janine Prély, qui habite à Alençon et qui avait 19 ans en 1940. Elle résidait alors chez ses parents, route de C, en face du champ de foire. Elle nous raconte l'occupation allemande qu'elle a vécue à Alençon et les catastrophes provoquées par la guerre, comme la destruction de leur maison par les bombardements. Nous l'écoutons. Où étiez-vous en 1940? En 1940, eh bien, nous étions... Ah, non, on était partis en exode. Parce que mon père travaillait à la préfecture. C'est lui qui dirigeait les finances du département. Et il nous avait fait évacuer sur la Loire. On a atterri là dans une ferme où il voulait nous faire payer des prix astronomiques parce qu'il y avait le marché noir qui marchait en plein. Tout le temps il fallait payer avant de manger. Ils avaient tellement peur qu'on les vole ou ouais. Et puis ça n'a servi à rien parce que la France a été envahie par les Allemands. Alors après, ça a été l'envahissement aussitôt après. Donc on est revenu là. Et mon père avait fait étayer sa cave, parce que c'est quand même une cave voûtée. Nous habitions à ce moment-là, route de C, en face des archives. Et il avait fait
étayer la cave pour... et heureusement, parce que la bombe est tombée à côté. Mais elle a coupé la maison en deux. Et mon père m'a toujours dit qu'il avait eu plus de peine à voir sa maison pillée que de l'avoir mis en petits morceaux. Parce qu'elle a été pillée par Dieu français. Et ça, mon père, il ne pouvait pas supporter ça. Quelles ont été vos conditions de vie pendant la guerre? Eh bien, c'était fait de marché noir, les mères de famille couraient à 5 heures du matin pour avoir des abats chez les charcutiers, chez les bouchers, pour pouvoir nourrir leur famille. C'était tout. Les Allemands pillaient tout. Tout était bon pour eux, tout était... Fallait les voir. Ils étaient descendus à l'hôtel du Grand Cerf, où vous devez connaître quand même. Hein. Eh bien, j'en vois toujours des Allemands avec leurs grands imperméables gris verts, là. Hein. Puis des beaux gars, ça sortait des écoles, des grandes écoles. Hein. Oui. Ah oui, ça, on a été très malheureux. Mes grands-parents qui habitaient à Argentan, eux, ils crevaient de faim, les pauvres. Nous, on se privait pour leur donner des tickets de pain. Il y avait tout. Il y avait de tout dans la France. Là, c'est inimaginable, le chambardement qu'il pouvait y avoir partout. Oui. Mais enfin, les gens à la campagne, ils arrivaient quand même à se tirer. Fallait être bien avec un cultivateur, quoi, si on voulait quelque chose. Mon frère avait un copain, son père tenait un chenil, pas un chenil, là, un truc pour les chevaux, là. Eh bien, alors on troquait je sais pas, je ne me rappelle plus, tout un tas de choses, des œufs, de la crème, contre des épinards. C'est pour ça que maintenant, il ne faut plus parler d'épinards, parce que les épinards, ils les amenaient dans des grands paniers de fil de fer. Hein. Rien que l'odeur, les épinards, on ne peut plus m'en parler. Oui. Est-ce que vous aviez, connaissance de l'appel du général de Gaulle? De l'appel du général de Gaulle, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Le général de Gaulle. La victoire, quoi. Hein? La libération, hein? On était heureux, on dansait dans les rues, on était fous, hein? Ouais. Oh, mais il y en a eu de la perte. On avait des jeunes cousines à Brest. Et à Brest, il y avait une poche qui s'était formée avec les Allemands. En reculant, ils étaient restés dans Brest même. Alors, mes cousins, ils ont cru que c'était le débarquement. Ils sont allés, ils sont fait mitrailler comme ça. Ils sont tous morts. Ils croyaient que c'était les Anglais qui débarquaient, quoi. Ils partaient en courant avec des drapeaux, ouais. Ils se sont fait tous tuer. Oh oui, dans notre famille, on a eu beaucoup de déchets aussi. Hein. On a eu beaucoup de morts. Hein. Les Français parlent aux Français. Le 18 juin 2020, le Conseil départemental de l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance, organise un hommage au général de Gaulle et une émission spéciale à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Vive la France, libre! En direct du Conseil départemental de l'Orne pour entendre ces grands témoins. Madame Prély à l'instant et Annette Lajon, peut-être une réaction, Annette Lajon, par rapport à cette libération. Et effectivement, ce sentiment d'être libéré, mais malgré tout, cette libération n'a pas été du tout la même pour tout le monde. Non, nous étions dans une campagne, mais nous étions dans la résistance et en fait, la libération pour nous a été double.
D'une part, c'était la libération, c'était les troupes allemandes qui s'en allaient, c'était retrouver la liberté, mais c'était pour nous aussi, tout d'un coup, ne plus avoir peur à chaque seconde de la Gestapo qui débarque, de tout ce qui pouvait nous arriver. C'était vraiment une joie absolument indicible. Par contre, c'est vrai que ça venait après 4 ans d'attente, 4 ans de lutte et 4 ans d'angoisse. C'était quelque chose d'absolument indicible que de se retrouver hors de danger par miracle, alors qu'on avait tant des nôtres, tant de nos amis qui avaient été arrêtés, qui étaient, on ne savait où, en Allemagne, on ne savait pas dans quel camp, on ne savait pas où et on ne savait pas si on les reverrait. Merci Madame l'agent. Nous allons donner la parole à une élève, c'est Chane Satra. Bonjour Chane Satra. Bonjour Monsieur Bayard. Nous avons ensuite interviewé Monsieur Robert Lafetter qui est né à Paris en 1924. Il avait donc 14 ans lors de l'invasion allemande en 1940 et résidait avec ses parents au Val du Tellier près de Longny-au-Perche. Monsieur Lafetter évoque l'exode, la résistance et la puissance impressionnante des forces armées américaines après le débarquement. Il nous fait part également de son admiration envers le général de Gaulle. Nous l'écoutons. Avez-vous connu l'exode? Parfaitement. J'ai connu l'exode et j'ai participé. Alors que j'avais 14 ans, mes parents sont partis et je suis parti avec eux. L'exode. On avait des voisins, des vieux voisins, qui pressaient toujours mes parents de partir à l'exode en disant « Oui, mais on ne verra plus nos enfants si on ne part pas. » Alors pour en finir, mon père a décidé un jour de partir. On a donc chargé un petit peu dans la charrette ce qu'on avait besoin à l'avenir et nous avons recommandé notre petit cheptel à des voisins qui ne partaient pas, qui étaient des vieillards aussi. Il dit, vous vous occupez des vaches, vous trayez les vaches, vous gardez le lait, vous en faites ce que vous voulez. Et puis pour en finir, après les chevaux étaient prêts, on a pris le départ, direction Longny, où nous avons pris un oncle et une tante, et nous avons continué sur la route de Boissy-Mongy, où nous avons trouvé des voisins de Longny, qui disent, vous savez que vous allez, ben on part. Ben suivez-nous, on s'en va à Nocé, chez des cousins. Nous, on est partis à Nocé chez des cousins, où nous avons été très bien reçus. Et alors là, les Allemands, non, mon père dit, il s'inquiétait pour son cheptel, et dit, je prends ton vélo et je m'en vais voir au Val du Tellier, si mon cheptel est toujours là. Arrivé à 1 kilomètre de Longny, il entend des obus qui passaient dans le ciel par-dessus. Mais il me dit, mais les Allemands me suivent. Demi-tour. Il revient, là-bas où on était, alors en passant à Boissy-Mongy, il a vu les militaires français allongés dans le fossé avec la mitrailleuse qui attendait les Allemands. Ben, il dit, mais les Allemands me suivent. Aussitôt arrivé à la ferme de Nocé, on entend les mitrailleuses qui marchent. Il dit, ça y est, les Allemands, ils arrivent. Alors nous, par curiosité, il a fallu aller voir, évidemment, on était 3-4 personnes, il a fallu aller voir jusqu'à la route transversale, à 200 mètres de la ferme, voir si on voyait les Allemands passer. Alors on les voyait passer sur la route de Rémalard-Belen. Et puis un bon coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? Une moto. 2 Allemands. Une femme un peu plus énervée que nous, elle perd pas le nord, elle prend des fleurs dans le fossé, puis elle leur offre. Ça nous a donné un peu de réconfort. Bon, ils ont mis ça sur la moto, puis ils sont partis. Alors on est descendu à la ferme en disant, ben ça y est, on a vu les Allemands. Et puis ça s'est bien passé parce qu'on en avait quand même un petit peu peur. Donc on était content qu'elle avait offert des fleurs aux Allemands pour les calmer. Avez-vous connu des résistants? Oui. J'ai connu les résistants, dont Léon Croutel, qui a été piqué par les Allemands,
en partant s'engager. Et on avait un doute qu'il y avait des résistants à Longny, mais on ne connaissait pas tous les noms, c'était très discret, heureusement. Et ils ont été courageux parce que, à cette époque-là, celui qui était pris, c'est ce qui est arrivé à Léon Croutel à Longny, il était fusillé. Et ils ont quand même à être remerciés pour l'engagement qu'ils ont pris. Comment avez-vous vécu la libération? J'ai vécu la libération, j'avais donc 18 ans, inutile de vous dire qu'on était heureux. Quand on a vu débarquer les troupes américaines, on était fous de joie. Et évidemment, la libération, ça a été terrible. J'avais 18 ans. J'ai dansé pendant 3 semaines. C'était la même vie. Pouvez-vous nous décrire en 3 mots la guerre? Décrire en 3 mots la guerre. Bon, j'ai vécu, pour commencer, la déclaration de guerre en 1939. Et puis, après, les soldats français écrivaient « Le moral était bon ». Et ensuite, on a vu l'invasion des Allemands rentrant en Belgique et la catastrophe de Dunkerque. Et puis, quand on les a vus débarquer, et on a dit que c'était pas possible que les Français résistent à cette invasion-là. Mais, quand nous avons vu les Américains, c'était autre chose. On s'est dit, une personne pouvait résister à ça. Le général de Gaulle, j'ai eu plaisir à le voir à Sainte-Anne, à 9 km de Longny. Il avait rendez-vous en Bretagne. On a dit, bon, le général de Gaulle va passer à Sainte-Anne. J'ai été pour le voir. Il a dit à son chauffeur de s'arrêter. Et il nous serrait la main. C'était un sacré bonhomme. Et ensuite, il est parti en Bretagne où il a fait un discours. Mais à l'époque, il y avait 80-90% des Français qui étaient gaullistes. C'était un sacré bonhomme. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le Conseil départemental de l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance, commémore le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Vive la France, libre! La France Libre est à l'honneur effectivement aujourd'hui au Conseil départemental de l'Orne pour cette émission spéciale 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. J'aimerais que Annette Lajon réagisse à effectivement l'arrivée des Allemands par exemple ou la perception du général de Gaulle ou en tout cas de certains moments forts comme ça de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été la même pour tout le monde. Absolument. Moi, en 1940, j'avais 9 ans. Donc, c'est un âge où on se souvient, mais où on est encore très jeune. Je me souviens très bien de mes grands-parents et de mes parents autour de la radio, puisque nous avions un poste de radio,
qui ont écouté le discours de Pétain et qui se sont mis à pleurer. Et vraiment, pour moi, c'est un souvenir tout à fait marquant. Papa normalement était un ancien de la guerre 14 et il avait reçu un ordre de mobilisation. Il avait fait son baluchon. Maman l'a regardé partir, évidemment, avec le cœur serré. Et une demi-heure après, on l'a vu revenir parce qu'en allant au lieu de rassemblement, il s'était heurté aux troupes allemandes qui étaient déjà arrivées. Donc, il ne pouvait pas aller plus loin. Donc, il est revenu. Nous étions vraiment désespérés, vraiment. C'était une des blagues que personne ne comprenait et on se demandait où en était la France. Et puis, nous n'avons pas entendu le discours du général de Gaulle la première fois, mais on a entendu le bouche à oreille à un général qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, à parler à la radio, il faut écouter la BBC, il faut écouter la radio anglaise. Et donc, on s'est mis autour du poste, et je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on a entendu le général. Mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé, qu'il fallait sauver l'honneur, qu'il appelait tous les Français à continuer le combat. Et de ce jour-là, on était déjà engagés. La radio de Londres, ce lien entre Londres, la capitale de la France libre, et puis la résistance, la France occupée, c'était très important cette radio. Cette radio, pour nous, c'était le cordon ombilical. Tous les soirs, on se rassemblait autour du poste, celui qu'on avait gardé, parce qu'on avait gardé le neuf et on avait mis le vieux à la mairie, puisqu'on devait déposer un poste à la mairie. Et on s'arrangeait pour avoir dîné, pour n'avoir plus rien à faire. On se mettait autour de la radio et on écoutait. C'était très difficile parce qu'il y avait le brouillage et on distinguait mal. Mais quand j'entends tout de suite taper les V, chanter les V, je me rappelle Jean Marin, je me rappelle Maurice Schumann, je me rappelle Jean Oberlé. Bon, on les écoutait, c'était la voix qui nous tombait du ciel, c'était celle qui nous disait « Tenez, tenez, on vaincra à la fin ». Voilà. Merci Madame Lajon. Alors, on a le plaisir d'écouter des témoignages et de retrouver les élèves qui ont interviewé ces grands témoins. Là encore, une interview qui a été réalisée il y a quelques jours. Bonjour Jade. Bonjour. Élève de la classe défense. Eh bien, nous t'écoutons également. Nous allons maintenant vous diffuser l'interview de Madame Arlette Dandigné, épouse de Monsieur Hubert Dandigné, qui fut président du Conseil général de l'Ordre de 1967 à 1993. Âgée de 16 ans à la déclaration de guerre, elle vivait alors chez ses parents, au château de Saint-Paterne. Mariée en 1942, elle s'installe avec son mari au Champ de la Pierre, dans l'Orne. Leurs 2 premiers enfants naissent durant le conflit. Madame Dandigné évoque l'exode, l'occupation du château par les Allemands et les très durs combats au moment de la libération. Nous l'écoutons. Quand la guerre s'est déclarée, je n'avais pas encore 17 ans, j'avais 16 ans. Ah ben encore une chose, alors quand la guerre s'est déclarée, les gens sont partis sur les routes et mes parents, c'est là, ont installé des choses d'accueil pour tous les malheureux qui passaient, il y en avait partout, jusqu'au jour où c'est arrivé chez nous à Saint-Paterne. Et alors il y avait des choses, ils tenaient quand même à leur fille, mais il y avait des choses importantes, précieuses qui tenaient. Il y avait 2 voitures, ils en ont conduit une chacun. Et puis on m'a dit, puis on a mis une partie de la famille dans des autos, et on m'a dit, bah toi, tu pars en Touraine, on te confie 4 personnes. Vous voyez, à 16 ans. Hein. Et puis tu pars, alors tu vas bien, voilà une carte, j'y connaissais pas grand-chose. On m'a dit, première étape, dans 50 kilomètres, à Tuffet. Il y avait de la famille là. Et puis après, tu les conduiras, mais débrouille-toi pour passer la Loire, parce que c'est pas sûr d'y arriver. Et si vous êtes bloqué, alors dès le lendemain matin, on a pédalé. Et puis, plus on approchait, plus la foule était dense, c'était effrayant.
Et tout d'un coup, je vois écrit Chambord. Oh, je me dis, oui, c'est pas tellement loin de chez les grands-parents. On va passer par là. J'ai remonté, on était morts. On a trouvé un pont qu'on n'avait pas encore fait sauter. Le pont où on devait passer, ça aurait dû être Saint-Aignan, vous situez. Et donc, on est passé là-bas, mais du coup, on a fait ce jour-là 150 km à bicyclette. C'était moi chef de truc, et au lieu de me faire des compliments, j'ai encore le souvenir de l'engueulade que j'ai subie. C'est « tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait ». En tout cas, voilà la déclaration de guerre pour moi. Avez-vous subi des bombardements? Ici, ça a été une bataille effrayante. Alors, quand la bataille est devenue terrible, les Allemands ont évacué l'hôpital. Et ils voulaient absolument m'évacuer avec, parce que j'étais comme ça. Heureusement, ils n'ont pas forcé, parce qu'après la guerre, on aurait accusé l'origine du bébé. Et alors, mon beau-père avait fait une tranchée dans le jardin où on était. Mais il y avait tout le temps un petit avion qui nous surveillait, qui tournait, et les Américains arrivaient, les Allemands étaient là, et ça tirait tout le temps. Et si on sortait pour une raison normale, quelques instants, un petit moment après, je pense pour nous faire peur, l'avion indiquait sans doute, et les obus tombaient tout autour. Et alors, nous avons voulu rentrer. Moi, je n'en pouvais plus, puisque j'étais prête à accoucher de mon numéro 2. J'ai dit, de toute façon, on est fichu, on va y passer. Il n'y a plus moyen, on est entouré de troupes, et on voyait l'église à côté de nous qui brûlait, des obus partout. Et puis le matin, il y a eu les Américains qui sont arrivés. Alors, grande découverte, voir ces véhicules énormes, ces Dodge. On n'avait aucune idée de ça, nous, à cette époque-là. Et nous rentrons dans la maison, et là, on voit tout démoli, toutes les fenêtres, toutes les choses effrayantes. Comment avez-vous vécu la libération? La libération, bien et mal, parce qu'on a tellement, vous voyez, eu à souffrir dans la famille et nous-mêmes ici dans la bataille. C'était parce qu'en plus de l'hôpital, il y avait ici une immense. Tous les bâtiments étaient pleins ou de farine ou de ce qu'il fallait pour faire du pain pour le front. Et puis là, je crois qu'ils ont dû enlever après 10 ou 12 chars qui étaient là sur la route. Tellement il y a eu de combats. Il y a un char qui est tombé dans l'étang là-bas au coin. Et on l'a sorti, et puis il reste que les chenilles. Pour vous, quel a été le plus dur? Tout le temps a été dur, mais de savoir ce que vivaient mes parents, tout ce qu'on vivait, la mort de mon frère, dans des conditions atroces et tout ce qu'il y a eu, ça a été vraiment... et puis... Ne pas avoir de nouvelles des uns et des autres, savoir est-ce qu'ils sont encore en vie, est-ce qu'on les savait dans des endroits. Non, c'était pas une époque de rigolade.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Le 18 juin 2020, le Conseil départemental de l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France libre et l'association Vive la Résistance, organise un hommage au général de Gaulle et une émission spéciale à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Écoutez cette émission exceptionnelle en direct sur Alençon FM le 18 juin 2020 à 18h. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le témoignage, il y a quelques instants, témoignage très poignant, très émouvant de Madame Dandigné, qui est présente d'ailleurs dans cette salle, et nous saluons au travers de sa présence eh bien, la mémoire de son mari, Monsieur Hubert Dandigné, qui a été président, je crois, 26 ans du Conseil général de l'Orne. Il est important évidemment de le rappeler, de rendre hommage à ces grands hommes du département. Avec effectivement dans cette émission spéciale, hommage au général de Gaulle, 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, nous allons également écouter la parole du général de Gaulle, qui était un écrivain, qui était également quelqu'un qui avait une magnifique plume, et il a rendu hommage à ses compagnons, et notamment aux parachutistes. Alors c'est Jeanne Satra qui va lire ce texte. Pour les parachutistes, la guerre, ce fut le danger, l'audace, l'isolement. Entre tous les plus exposés, les plus audacieux, les plus solitaires ont été ceux de la France libre. Coup de main en Crète, en Libye, en France occupée. Combat de la libération en Bretagne, dans le centre, dans l'Ardenne. Avant-garde jetée du haut, désert dans la grande bataille du Rhin. Voilà ce qu'ils ont fait, au milieu des lignes ennemies, jouant le tout pour le tout, entièrement livrés à eux-mêmes. Voilà comment ils ont perdu leur mort et récolté leur gloire. Le but fut atteint, la victoire remportée. Maintenant que la bassesse déferle, eux regardent le ciel sans pâlir et la terre sans rougir. Charles de Gaulle. Merci, Jeanne Satra. Alors nous allons continuer à aller vers les grands témoins avec les élèves de la classe défense et eh bien nous accueillons Aileen. Bonjour Aileen. Bonjour. Et nous t'écoutons. Nous allons vous présenter Monsieur Gérard Gondouin, qui habitait à Felles, dans l'Orne, et avait 13 ans en 1940. Ses parents tenaient une quincaillerie. Il va notamment nous parler des derniers combats en Normandie, dans son village situé dans la poche de Falaise, Chambouin, en août 1944. Après la guerre, Gérard Gondouin a travaillé dans le bâtiment comme ingénieur en génie climatique et s'est investi dans le syndicat d'initiative de Chambouin-Felles. Nous l'écoutons. Avez-vous connu l'Exode? L'Exode? Oui, parce que mon père avait une voiture, une B14 Renault, et puis alors à Monstré, là pas loin, il y avait sa belle-sœur qui avait chez elle sa sœur qui habitait Laval, et elle voulait rentrer à Laval. Comme mon père avait une voiture, c'est lui qui est allé à Laval. Mais ma mère a dit, on y va avec les enfants. Et les enfants, on a monté dans la voiture, on est allé là-bas, mais sur la route, eh bien, on a été mitraillé par des avions qui étaient peints en blanc. Et j'ai su après que c'était des Italiens. Alors, on a vécu tout ça, c'est-à-dire courir à toute vitesse dans les fossés, se cacher sous les arbres. Et puis alors, pour revenir, les Allemands, mon père avait laissé la voiture dans la rue, puis les Allemands voulaient prendre la voiture. Mon père avait interchangé les bougies la veille, et quand ils ont voulu, ils ont eu les retours dans la main. Et dès qu'ils ont eu le dos tourné, mon père a remis les bougies à leur place. Puis il a dit, on rentre à Felles. Et on est rentré à Felles. Et là, c'était la débandade de l'armée et tout ça qui passait. Quelles ont été vos conditions de vie pendant la guerre? Alors, nos conditions de vie, disons que c'est un vilain mot, c'était au plus fort de la puche. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des travaux à faire par votre métier où vous ne trouvez pas de matériel. Mon père ne trouvait pas de tôle, il ne trouvait pas de cuivre, il travaillait le plomb. Il n'y avait plus de plomb, il n'y avait plus rien. Si bien qu'on avait réussi avec des roues de charrue agricole de faire un petit chariot à bras, ce qu'on appelait le camion à bras.
Et puis alors mon père avait des échelles, et bien son travail de plombier, tout ça qui était un travail déjà d'art quand même, de bon artisan, eh bien il a changé et il faisait du ramonage dans les cheminées, dans toute la campagne. Et on avait un vélo chacun, et on attrapait le petit chariot, les échelles étaient dessus, et on allait dans la campagne travailler et puis faire toutes sortes de choses. Mais comment on était payé? Pas avec de l'argent. Les gens n'avaient pas d'argent, il n'y avait plus d'argent. Si bien que, voulez-vous un bout de lard? On a tué le cochon la semaine dernière, puis il nous reste peut-être encore un peu de boudin. Venez avec moi, disait la maîtresse de maison. Mon père y allait. Tenez, ça vous convient? Oh oui, oui, il y en a même de trop. Non, non, ça fait rien. Eh bien, on était nourris, et puis ça y était. Puis on avait un jardin. Avez-vous connu des résistants? Ah, ma pauvre fille, il y en avait un dans la maison là qui déborde sur la rue. C'était un ami à mon père, il s'appelait Christian, et c'était une histoire que je ne vais pas déplaire à monsieur Bayard. Et puis alors ce garçon-là, il prenait le petit chemin là, et il arrivait derrière, et il rejoignait la maison de mes parents qui sont sur la rue principale. Et puis alors, il venait me chercher, même dans ma chambre, pour me réveiller. Gérard, allez, viens, on y va. On allait où? Chercher des lapins de Garenne. Comme je savais ce que c'était les poches et tout ça, et puis lui, il avait des furets, on partait d'ici et on allait dans les endroits où il connaissait. Et ces lapins-là servaient à quoi? Ah, pas à nous, j'en ai jamais eu. Mon père m'a dit, on n'en a jamais eu. Eh bien, Christian, c'était un chef de la résistance de la... Tu te rappelles, toi? Christian Eschiva. Une grande résistance, il était chef de résistance. Et puis il était chargé de récupérer tous les aviateurs qui descendaient en parachute et de les emmener dans une ferme, dans un coin ou dans un autre, pour être cachés plus ou moins. Et les pauvres Anglais et Américains et Canadiens, ils ont mangé que du lapin de Garenne. Et avez-vous entendu l'appel du général de Gaulle? Si, mais c'est pas dans la même chose. C'est-à-dire que j'avais un cousin qui était électricien à Argentan, et il a été piqué par les Allemands. Il nous avait laissé son petit poste qui était grand comme ça. Il avait fabriqué ça. Et puis alors, moi, tous les jours, j'allais sous l'escalier qui montait à nos chambres, depuis le magasin à ma mère, je mettais le poste et j'avais un papier, et j'écrivais tout ce qui était dessus. Et j'ai entendu une partie de Gaulle, mais pas tout. Mais je recevais tous les messages qui étaient de la résistance, je les inscrivais là-dessous. Il y avait une ouverture qui était en triangulaire, j'étais pas gros, heureusement. Je réussissais à passer là-dedans et je ramenais ça écrit sur un petit bout de papier à mon ami Christian qui faisait de la résistance. Qui aurait pensé qu'à 13-14 ans, je faisais de la résistance? Non. On n'y pensait pas. Avez-vous subi les bombardements? Non, parce qu'on était en fin de bataille et des villes comme Argentan, comme Vimoutier, aux alentours, ont subi des bombardements, mais nous, ça a été une bataille de fantassins et de chars. Donc, il n'y avait pas besoin de gros bombardements. Mais par contre, les Alliés avaient fabriqué sur les avions de chasse la possibilité de mettre des petites bombes. Et ça, il y en a eu quelques-unes, mais très peu. C'était de la bataille de fantassins. Alors les fantassins alliés, j'en ai vu des quantités, et même en pleine bataille, là, au Haut-Fel, j'ai participé avec les Américains, avec les mortiers. J'ai appris à faire fonctionner un mortier peut-être en 3 secondes. Le gars m'a expliqué, il m'a dit, tu prends ça, tu mets ça comme ça. Et hop, j'ai appris ça, et puis j'ai vidé je ne sais combien de boîtes de carton avec les grenades dedans qui partaient comme ça. On a tué je ne sais combien d'Allemands qui étaient dans le champ de pommes de terre, et puis d'autres choses. Ça a duré peut-être 1 heure, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais on a participé comme ça, dans la tenue que j'ai aujourd'hui, pas de casque, rien. C'était autre chose que les... Voilà,
Mais on n'y pense pas, et quand on a 13 ans ou 15 ans comme j'avais, on avait tellement de haine contre les Allemands que, avec la casquette d'un chef militaire allemand, ben, j'ai joué au football. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Émission spéciale pour le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle au conseil départemental. Alors, on va revenir quelques instants sur Gérard Gondouin qui vient d'être donc entendu dans cette émission, son interview avec la jeune Aileen. Il a parlé d'un résistant. On va compléter évidemment. Il s'agit de son copain Christian, c'est Christian Échivard. Christian Échivard du réseau Vengeance. Il a été tué par les nazis le 3 mai 1944. Voilà une des victimes, un des martyrs de la résistance dans le département de l'Orne. Il y en a beaucoup dans le département de l'Orne. Madame Lajon, effectivement, une réaction. On faisait de la résistance, quelquefois vraiment sans le vouloir ou presque sans le savoir. Ah non, enfin, peut-être. Mais chez nous, en tout cas, c'était pas ça. Franchement, c'était quelque chose de très conscient. Papa et maman se sont engagés très très tôt, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ils ont essayé de nouer très rapidement des liens avec des gens qu'ils avaient connus autrefois, essayer de savoir s'ils étaient pro-Pétain ou pro-de Gaulle. Il y avait beaucoup plus de pro-Pétain que de pro-de Gaulle à l'époque. Et il fallait surtout se méfier parce que quelquefois on avait des très bonnes surprises. Ah oui, celui-là, il est prêt à s'engager, à venir avec moi. Puis il y en avait d'autres, ben, celui-là, il faut que je m'en méfie parce qu'il serait prêt à me dénoncer. Et ce dont il faut parler, effectivement, c'est de cette peur qu'on avait toujours d'être dénoncé, une peur qui a duré tout le temps et qui est allée en augmentant au fur et à mesure de la guerre, au fur et à mesure des tâches que la résistance était obligée de remplir. Au début, on s'est engagé simplement à tracer des V, à donner des journaux clandestins, à transmettre des messages. Et puis après, bien entendu, l'action est devenue plus importante. On a surtout essayé de camoufler tous ceux qui étaient pourchassés. On a essayé de faire des faux papiers, de les donner. Et chaque fois qu'on donnait des faux papiers, on prenait des risques épouvantables parce que si une personne était prise avec ces faux papiers, évidemment, elle était interrogée et on risquait toujours que ça remonte jusqu'à nous. Donc les risques étaient de plus en plus grands. Et effectivement, on ne se mettait pas de casque allemand et on ne se mettait pas aucun uniforme. On essayait surtout de passer totalement inaperçu. Voilà. Oui, la résistance très active, et notamment dans votre famille, donc dans le secteur d'Athis-Flair. Alors, on va également rendre hommage à un personnage incontournable de la France libre, qui est Leclerc. Le capitaine de Haute-Cloque qui devient Leclerc, donc en juillet 1940, en rejoignant l'un des premiers, un des premiers officiers brevetés d'état-major, le seul d'ailleurs de l'été 40, alors qu'il rejoint le général de Gaulle à Londres. Et justement, ici, dans ce lieu, qui est emblématique évidemment pour l'histoire et qui résonne encore de la présence, de la mémoire de la famille de Haute-Cloque, et puis donc du général, futur maréchal Leclerc, libérateur d'Alençon, Jamila, qui va, pour cet hommage, eh bien, lire ces mots du général de Gaulle en hommage à Leclerc. L'épopée de Leclerc, c'est, pour toujours, une des plus belles pages de notre histoire. Non seulement en raison de la valeur du chef et de l'itinéraire terrible et merveilleux qu'il parcourut avec ses compagnons, mais aussi parce que lui et eux donnaient sans cesse, tout de même et sans calcul. Oui, leur effort, tous les hommes purs et forts qui ont porté leur poids, depuis leur jeune et glorieux général jusqu'au plus obscur soldat, en faisant un humble don, offert de toute leur ferveur à la douleur et à la fierté de la France. C'est pourquoi il n'y a pas une ombre sur ce tableau, Général de Gaulle. Merci Jamila, c'est vraiment
Magnifique. Et alors justement, tu vas rester avec nous pour présenter le grand témoin suivant que nous avons rencontré avec les élèves de la classe défense du collège Louise Michel. Nous allons vous présenter M. Gilbert Godot. Il est né à Monternel, dans l'Orne, en 1935. Il était donc âgé de 5 ans en 1940. Son père était prisonnier de guerre en juin 1940 et il vivait avec sa mère dans une ferme lorsque les Allemands sont arrivés. Conseiller municipal depuis 1965, il a été élu 2 fois adjoint, puis 2 fois maire de la commune de Monternel. Gilbert Godot va nous parler de la terrible fin de bataille de Normandie qui s'est déroulée en août 1944, tout près de son village, dans un secteur que l'on a surnommé le couloir de la mort. Nous l'écoutons. Quel âge aviez-vous en 1940 ? J'avais 5 ans en 1940. Et où étiez-vous ? J'étais à la ferme, là, dans la maison, avec ma maman. Et puis, quand les Allemands sont arrivés en 1940, je regardais les Allemands qui arrivaient et qui enlevaient le foin dans les granges pour pour coucher, certainement. Et il y en avait un Allemand qui avait de côté pris la direction du poulailler. Et puis il avait pris un œuf, donc il a gobé l'œuf devant moi. Et je lui ai vite couru à maman. Maman, il a pris un œuf, il a gobé. Et puis voilà. Comment s'est passée l'occupation ? L'occupation, bien, quand les Allemands en 1944 ont reculé de la Dive pour aller sur Paris, il avec la petite route de Montormel la passait. Et il prenait les vieux chemins et tout ça. Et puis, ils sont arrivés à la ferme, les SS, qu'on appelait les SS, mais bon, les troupes de choc allemandes, et qui, mes parents avaient fait une tranchée. On avait 2 gros morgniers à côté de la maison. Ils avaient fait une tranchée où on était 17, c'est-à-dire les réfugiés de Caen, les réfugiés d'Argentan. Et ils nous ont mis dehors dans la maison, on a été dans la tranchée, ils nous ont mis dehors dans la tranchée, et on a été dans un bâtiment à 700 mètres d'ici, qu'on appelait une bergerie. On était 17 là-dedans. Et quand les premiers obus sont tombés sur la maison, mes parents étaient encore à la maison. Et ils se sont mis dans la cheminée pour être abrités. Une grande cheminée, pourrez vous la faire voir après. Ils sont mis... Et devant eux, il y a un obus qui a tapé dans le haut de la porte. Et les 2 Allemands tués devant eux. Pof. Et alors ils se sont sauvés en vitesse. Ils devaient nous rapporter du ravitaillement au bâtiment, mais on n'avait rien. Je me rappelle d'avoir, pendant les 4 jours de la bataille, avoir mangé une tomate pendant 4 jours. Et personne ne mangeait, quoi. Alors, avez-vous subi les bombardements ? Non, c'était surtout du mitraillage de corps à corps qui se passait ici. Et la dernière journée, le mitraillage d'avions. Les avions sont arrivés et ont empêché les convois allemands de s'en aller gasser vers Paris. Et ils ont été anéantis sur la petite route, et puis que des photos que vous voyez au mémorial. La petite route de Montormel, là, était exactement pareille. Les chars et les automitrailleux étaient les uns dans les autres. C'est des photos que je vais vous faire voir. Et puis, donc dans le virage, quand vous prenez, il y a un virage qui est très mauvais, après le petit monument. Il y avait une mitrailleuse anti-aérienne avec 4 tubes, vous savez. Et là, il y avait un Allemand qui était tué, et il était les bras en croix. Il est resté 10, 15 jours peut-être, comme ça. Personne ne l'a enlevé. Et tous les cadavres allemands n'étaient pas enlevés aussitôt. Alors les cadavres, c'était incroyable. Ça sentait une pueur inimaginable.
Donc, à ce moment-là, comme mon père m'avait fait fumer pour sentir l'odeur des cadavres. Après, je n'ai jamais retouché une cigarette. Est-ce que j'ai peut-être été malade? Je ne sais pas. Alors, quand les Polonais sont arrivés sur les hauteurs, qu'on réussi à prendre les Allemands complètement, ils sont arrivés à hauteur de la bergerie, c'est-à-dire la bergerie dans une cuvette. Et ils sont postés face au bâtiment. Il y avait une petite porte qui était restée ouverte. Il y a un ouvrier à mon père qui a voulu fermer la porte. Mon père dit « touche pas à la porte ». Moi, j'étais à plat ventre. Moi, je me rappelle de ça. Et le gars a voulu fermer la porte. Ils l'ont tiré en plein dans la porte, hein, aussitôt. Et il a été tué net, quoi. Et alors, un des résistants a été blessé et un des réfugiés ont été blessés. Après, comme les enfants criaient, on était à une dizaine d'enfants, peut-être. Comme on criait dans le bâtiment, ils l'ont entendu, ils l'ont arrêté de tirer, ils sont venus l'arme au poing dans le bâtiment. Et il y a un Polonais, il m'a pris dans ses bras. Et c'est dur. C'est dur à vous expliquer. Ici, Lens. Les Français parlent aux Français. Le 18 juin 2020, le Conseil départemental de l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance, organise un hommage au général de Gaulle et une émission spéciale à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. À 18h, 9 élèves de la classe défense du collège Louise Michel d'Alençon interrogeront 9 Ornais, témoins de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Écoutez cette émission exceptionnelle en direct sur Alençon FM le 18 juin 2020 à 18h. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Et dans cette émission, on vous remercie évidemment de nous suivre depuis maintenant une petite heure avec Mireille qui nous accueillons, qui est un élève de la classe défense également et qui a non seulement lu l'appel du général de Gaulle ce matin lors d'une cérémonie place de Gaulle à Alençon, mais qui est aussi ici pour nous lire un hommage fait par le général de Gaulle aux aviateurs. Aux aviateurs de la France libre. En répondant à l'appel du 10 juin, que demandiez-vous? Combattre? Comme pour combattre, alors vous n'étiez pas beaucoup. Vous avez beaucoup combattu. Pour vous, dans les ciels d'Europe, d'Afrique, de Russie, que d'angoisses vaincues, de périls courus, de compagnons perdus. Mes camarades aviateurs des groupes Alsace, Île-de-France, Normandie, Lorraine, Bretagne, ou détachés dans les rangs de la Royal Air Force, vous répondiez jour après jour pour la patrie humiliée, jusqu'à l'heure de la victoire. Désormais que passe le temps, que s'étale la médiocrité, que déferlent d'autres soucis, rien n'effacera de la gloire de la France ce que vous lui avez offert, Charles de Gaulle. Merci Mireille, merci beaucoup. Nous continuons et nous accueillons Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors nous écoutons également. Nous allons poursuivre avec l'interview de la fille du grand résistant Romain d'Archy, Madame Monique Boucheron. Elle avait 16 ans en 1940 et résidait à l'Aigle, dans l'Orne, où son père tenait une étude d'huissier de justice. Romain d'Archy a déjà combattu lors de la Première Guerre mondiale. Il s'installe en 1933 à l'Aigle et reprend du service comme officier de réserve au début de la Seconde Guerre mondiale. Ne pouvant admettre la défaite, l'armistice et l'occupation de son pays, il s'engage très vite dans la résistance. Nous écoutons Madame Boucheron. Quel souvenir gardez-vous de l'occupation allemande? La maison a été occupée une fois, mais ils ne sont pas restés longtemps, c'était des grands-pères, puisque j'avais mon frère à l'époque qui avait
8 ou 9 ans. Et il lui avait frotté la tête en disant « J'en ai un comme ça à la maison. » Et ils sont pas revenus l'occuper. Et puis, bon, ben, on ne les fréquentait pas. Ben, le soir, on avait un couvre-feu à 10 heures, donc il n'y avait pas de cinéma, ou le cinéma était très tôt, je crois. On ne pouvait pas sortir. Si on sortait, il fallait être rentré pour 10 heures. Et si on était pris, ben, on allait faire un tour à la commandanture. On disait qu'on allait cirer les bottes. Mais j'ai jamais su si c'était vrai ou pas. On allait cirer les bottes. Bon. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? C'était l'arrestation de mon père. Son arrestation et puis tout ce qui s'en est suivi. On n'a jamais su qu'il était mort. On l'a su que... À quel moment on l'a su? Il est mort au mois de juin, juillet ou septembre. Je crois que c'est pour... Écoutez, j'en suis pas sûre aussi. Je crois que c'est pour la Toussaint qu'on a su qu'il était mort. Et dans les circonstances où il était mort, et qu'il l'avait fait disparaître. Si bien qu'on n'a jamais su, on n'a pas de tombe, on n'a rien du tout. Étiez-vous au courant que votre papa faisait de la résistance? Oui. Et pouvez-vous nous parler de son action? Il donnait beaucoup de fausses cartes d'identité pour que ceux du maquis ou ceux qui devaient repartir en Allemagne puissent se camoufler. Donc ils faisaient des fausses cartes. Comme il y a eu des fausses cartes ici dans le clocher de l'église. Mais je ne sais pas si les cartes que faisait mon père, parce que je sais que dans un de mes meubles, j'avais soi-disant peut-être 15 fiancés avec les photos. Alors on avait les photos, le garde champêtre fournissait les cartes, mais la suite, je ne la connais pas. Je sais que c'était pour des jeunes, par exemple mon beau-frère, qui n'était pas mon beau-frère à l'époque, M. Ghislain. Non, vous ne l'avez pas connu. Non, il était au lycée Alain. Alors, ben, lui, c'est pareil, il a été dans une ferme, soigner les cochons, enfin, lui qui était agrégé, c'était très bien. Donc, mon père allait également faire quand il y avait des parachutages, pour recevoir des armes ou... Moi, je ne sais pas quoi exactement. Je sais qu'il y avait des armes, mais c'est tout ce que je sais. Votre papa, donc, il s'est engagé dans la résistance. Quelles sont les valeurs, les motivations qui étaient les siennes essentiellement pour faire de la résistance? Eh bien, travailler pour que la résistance arrive à se faire... Quand ils ont fait regardez, en forêt des Couves, ça s'est drôlement battu. C'était des... Et puis ils disaient que plus ils seraient là, s'il y avait un débarquement pour aider. Il fallait absolument qu'ils fassent quelque chose. Ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. Puis vous savez, c'était pas difficile de savoir que mon père était pas pour les Allemands. Hein.
Marc, c'est peut-être ce qu'il a perdu, mais il ne pouvait pas faire autrement. Oui, c'était une triste période, et pour les enfants comme pour les parents. Et je me souviens qu'il y avait, quand un résistant venait dans la maison voir mon père, tout ça, c'est drôle comment on les reconnaissait. On disait, ça c'est pas un client de l'étude, c'est... On ne sait pas qui. Ah oui, ça, il y en a eu pas mal qui sont passés à la maison. Ben, il y avait l'ancien maire de Saint-Denis, comment il s'appelle? Janvier. Janvier était venu à la maison aussi. C'était vraiment une sale période et c'est pas possible de l'oublier. Les Français parlent aux Français. Le 18 juin 2020, le Conseil départemental de l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance, organise un hommage au général de Gaulle et une émission spéciale à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Vive la France, libre! Voilà ce témoignage de la fille de Romain d'Archy. On va reparler de Romain d'Archy dans quelques instants puisque Madame Mazeline est arrivée ici près de nous sur ce plateau. Mais avant, nous allons écouter Imen qui va nous lire un poème. Aux volontaires de juin 40. Quand en ce mois de juin, la France vacilla, les panzers ennemis repoussaient nos armées et jetaient sur les routes des foules affolées. Soudain, de l'Angleterre, un général parla. « Rejoignez-nous, Français, pour de nouveaux combats. La bataille est perdue, mais la guerre continue. Pour que nous soyons tous, quand le jour est venu, dans le camp des vainqueurs sans qu'il y ait débat. Que ce soit de Bretagne ou bien d'autres lieux, ils n'étaient pas nombreux ceux qui croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas pour répondre à l'appel, mais ils ont dit présent, des jeunes comme des vieux. Enfin, vint l'épopée, la France vous regarde, clama le général, vous êtes sa fierté. Soldats qui combattez pour notre liberté, vous qui allez sans crainte affronter la Camarde. Et tous ces volontaires, devenus des guerriers, brodés sur leurs drapeaux les noms de Bir Hakeim, Tchad, Libye, Tunisie et même El Alamein, bousculant l'ennemi hors ses bastions derniers, après d'autres années, après d'autres souffrances, après d'autres combats, après d'autres assauts. Vient pour les survivants dans un dernier sursaut l'indicible bonheur de libérer la France. Jean-Baptiste Boris, ancien de la France libre. Merci, Imen. Alors c'est vrai, Jean-Baptiste Boris, nous avons connu un ancien des volontaires de 1940, il en faisait partie de ces premiers Français libres, partis rejoindre le général de Gaulle, partant souvent de la côte atlantique, comme il le pouvait évidemment, c'était son cas, et ayant fait 50 guerres. Voilà, ce sont ceux qui n'ont jamais déposé les armes derrière le général de Gaulle, Jean-Baptiste Boris, donc, que nous avons bien connu. Alors, on salue évidemment sa mémoire. Nous allons maintenant écouter et laisser la parole à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors nous t'écoutons. Nous allons maintenant accueillir Madame Mazeline, qui a été l'épouse après la guerre d'André Mazeline, qui fut le dernier chef de la résistance de l'ordre. Mais avant, une courte biographie d'André Mazeline. André Mazeline est né en 1915 au Ménilbrou dans l'Orne. Il commence une carrière d'instituteur à la déclaration de la guerre. En septembre 1939,
et jusqu'en août 1940, il est affecté à sa demande dans un corps franc avant de reprendre son métier d'instituteur. Il devient résistant comme son frère Jean en 1943, Robert Aubin, chef départemental de l'OSM, le nomme responsable du canton d'Addis. Puis en août 1943, de l'arrondissement de Flers, recherché par la Gestapo, il se met en congé de ce métier d'enseignant et entre entièrement dans la clandestinité. Son pseudonyme est Marzouin. Il est nommé chef départemental des FFI après l'arrestation de Daniel Desmeul le 13 juin 1944. Après les maquisards de la forêt des Coffres, il participe au combat libérateur aux côtés de la 2e DB du général Leclerc en août 1944, réceptant le souhait du général de Gaulle de voir les résistants rejoindre l'armée et dans l'intention de continuer l'action libératrice. Il constitue le 1er bataillon de marche de l'Orne, qui deviendra le 2e bataillon de marche de Normandie, puis le 129e régiment d'infanterie. La guerre est terminée, il s'oriente vers une carrière militaire dans l'infanterie de marine jusqu'en 1965. Il quitte l'armée avec la grande grade de lieutenant-colonel pour renouer avec l'éducation nationale en qualité de professeur d'histoire. En 1978, il devient président de l'Union départementale des SVR de l'Orne avant de disparaître l'année suivante. Nous allons maintenant poser quelques questions à Madame Mazine. Vous étiez enfant pendant la guerre. Quels souvenirs en gardez-vous? Quel souvenir de la guerre? De la guerre. Mais moi, je suis née à Caen. Donc, la guerre, c'est à Caen. Et en 1939, je suis née en 1939. Donc, j'étais enfant. Mon père a été fait prisonnier. Donc, j'ai vécu ces 4 années à Caen avec ma mère et ma grand-mère. Nous habitions le centre de Caen. Enfant, je me comportais comme un enfant, mais je me souviens de choses fort désagréables parce que nous habitions donc un appartement. À l'étage au-dessus d'une autre, il y avait un couple. Le monsieur avait été fait prisonnier et la dame recevait des Allemands, ce qui n'était pas très convenable pendant la guerre. Même chose au rez-de-chaussée. Ma mère et ma grand-mère étaient mortes de peur quand elles entendaient les Allemands monter. Voilà. L'occupation, je l'ai vécue comme une enfant. Je me souviens seulement les avions, le bruit des avions qui passaient. Ça, je l'ai dans la tête, vraiment. Ressentez-vous de la fierté d'avoir épousé un grand résistant? Complètement. Vous savez, avant de dire, de tomber amoureuse d'un homme, je suis tombée amoureuse du héros, vraiment. Voilà. La résistance occupait-elle encore une place importante dans sa vie après la guerre? Si elle occupait une place importante dans sa vie? Dans sa vie? Oui. Totalement. Totalement. Que symbolise l'appel du général de Gaulle et la résistance pour vous aujourd'hui encore? L'appel du général de Gaulle, pour moi. Oui. Mais pour moi, c'est-à-dire pour mon mari, vous voulez dire. Parce que pour moi, j'étais une enfant. Donc, pour mon mari, elle a été déterminante, complètement. Elle a déterminé sa vie. Et pour moi, même maintenant, vous voyez, il n'est plus là, mais il est en moi. Disons que c'est mon guide. Je ne fais rien sans en référer. Je lui demande si ce que je fais, c'est bien.
si il serait d'accord, voilà. Il est en moi. D'accord, merci. Merci beaucoup, Madame Mazeline. Alors, un mot du commandant Mazeline sur Romain Darchy, qui tout à l'heure a été cité, puisque c'est le papa de Madame Boucheron, qui a dit, par sa conduite magnifique au cours de sa détention à Alençon, la fermeté d'âme qu'il opposa aux tortures répétées, sa volonté farouche de ne rien avouer, son admirable influence morale sur ses compagnons d'infortune, l'horreur de sa mort en prison vers le 10 juin 1944, Romain Darchy a reculé les limites de l'héroïsme. Voilà, hommage à Romain Darchy. Nous allons remercier effectivement Centrine. Un petit temps de jingle, et puis juste après, nous allons retrouver la suite et la dernière partie avec notamment Madame Lajon. Ici, Lens. Les Français parlent aux Français. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le Conseil départemental de l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance, commémore le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Vive la France, libre! La France libre, donc à l'honneur, 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Salimata, qui est une élève de la classe défense. Bonjour Salimata. Et puis une lecture. Répondant à l'appel de la France en péril de mort, vous avez rallié les forces françaises libres. Vous avez été de l'équipe volontaire des bons compagnons qui ont maintenu nos pays dans la guerre et dans l'honneur. Vous avez été de ceux qui, au premier rang, lui ont permis de remporter la victoire. Au moment où le but est atteint, je tiens à vous remercier amicalement, simplement, au nom de la France. 1er septembre 1945, Charles de Gaulle. Merci beaucoup, merci Salimata. Alors avec la dernière partie dans un instant, ce sera Jamila qui va poser quelques questions à Madame Lajon, mais avant ça, nous avons un jingle. Ici, Lens. Les Français parlent aux Français. Le Conseil départemental de l'Orne, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l'association Vive la Résistance, commémore le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Eh bien, nous allons maintenant écouter Jamila, Jamila va faire la dernière interview donc, de cette émission. Des questions pour Madame Lajon, présidente d'honneur des combattants volontaires de la résistance de l'Orne. Tout d'abord, bonjour Madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oh, alors, eh bien, je m'appelle Annette Lajon, mais évidemment, quand je suis rentrée dans la résistance à 11 ans, je m'appelais Annette Ney. Et j'habitais donc dans la région de Flératis. Et mes parents ont donc, avec justement Marsouin, qui à cette époque-là était instituteur à Sainte-Opportune, ils ont été dans les premiers à former les premiers groupes de résistance dans la région là-bas, avec aussi Henri Laforêt et avec le chef de Flers, qui était lui aussi, comme Romain Darchy, un ancien officier qui refusait complètement d'accepter l'occupation allemande et l'armistice signé par Pétain et l'occupation. D'accord.
Quel sentiment avez-vous ressenti le jour de la déclaration de guerre? Alors oui, bien, je vous dis, le jour de la déclaration de guerre, j'avais 8 ans. Donc effectivement, je n'ai pas ressenti grand-chose. J'ai simplement vu que mes parents étaient très tristes, mais à cette époque-là, ils ne pensaient absolument pas que l'armée française allait être vaincue. Papa, qui était un ancien de 14-18, pensait qu'on allait se battre. Il déplorait qu'on ait besoin de refaire une guerre, mais on n'imaginait pas du tout ce que ça allait être. Par contre, ce dont je me souviens, effectivement, parce que là j'étais un peu plus âgée, c'est l'armistice, le discours de Pétain et plus tard l'appel de De Gaulle, enfin quand nous l'avons entendu. Où étiez-vous en 1940? Alors en 1940, j'étais justement dans la région d'Athis, dans la campagne, où nous avions une propriété de famille et où nous vivions, papa, maman et moi. J'étais donc fille unique. Et je n'allais pas, c'était important de le savoir parce que ça conditionnait un petit peu tout ce qui s'est passé par la suite. Je n'allais pas à l'école, je suivais des cours par correspondance. C'est-à-dire que je vivais avec mes parents et avec des adultes, et libre et disponible, si vous voulez. Avez-vous entendu l'appel du général de Gaulle? Alors, avec mes parents, à la radio, mais pas le premier jour. Je ne sais pas exactement quel jour c'était, mais je me souviens qu'on était complètement bouleversés et que ça a été pour nous vraiment ce qu'on voulait entendre, la France dans l'honneur, dans la liberté, continuer la lutte, c'était exactement ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la résistance? Eh bien, effectivement, parce que mes parents en faisaient. Alors, au début, bien entendu, ils ne m'ont pas dit qu'ils faisaient de la résistance, mais j'étais là. D'abord, je connaissais leurs sentiments, ils parlaient devant moi. Je savais quel était leur idéal de liberté, l'idéal qu'ils avaient pour la France, et l'amour qu'ils avaient pour la France. Donc, c'était, si vous voulez, ça avait été transmis immédiatement. Ensuite, j'ai vu des quantités de gens qui venaient à la maison qu'on ne connaissait pas normalement. Et puis, j'ai ressenti ce que faisaient mes parents. Et donc, je suis allée voir maman et je lui ai dit, écoute maman, je sais que papa et vous faites de la résistance, je veux en faire avec vous. Et j'ai eu la chance qu'ils acceptent et que tous les chefs de la résistance de l'époque, y compris d'ailleurs Marsoin, me fassent confiance et acceptent effectivement de me considérer comme des leurs. Et que faisiez-vous exactement? Ça dépendait des périodes, c'est-à-dire au début, j'ai surtout fait un petit agent de liaison avec ma bicyclette. Je connaissais les mots de passe, je savais ce qu'il fallait transmettre. Ensuite, évidemment, avec le temps, on s'est trouvé à faire davantage de choses. En particulier, en mai 44, en juillet 44, on a eu un aviateur canadien qui nous est tombé du ciel, si l'on peut dire, et donc qui est resté quand même 3 semaines à la maison, mais dans des conditions assez extraordinaires, puisque la maison était entièrement occupée par l'état-major allemand, qu'il y avait des quantités de soldats qui étaient dans la cour en face de la maison, parce qu'ils avaient établi tout un atelier de réparation, et puis aussi un secrétariat. C'était le PC de Marsoin qui venait assez régulièrement nous voir, et donc nous avions le commandant allemand Marsoin et l'aviateur canadien dans la même maison à se côtoyer, et même ils se sont croisés dans l'escalier. Et nous étions tous gardés par une sentinelle allemande dans sa guérite à la porte de la maison. Avez-vous subi le bombardement? Alors, pas directement, mais j'ai vu le bombardement sur Flers et sur Condé. Et nous étions exactement à mi-chemin entre les deux. Donc, on voyait les deux villes flamber. Et dans nos lits, on était secoués absolument comme sur un trampoline. Alors, on savait évidemment le message de la résistance qu'on devait avoir. Le problème, c'est qu'au moment du débarquement, les résistants, comme vous le savez, avaient fait sauter la centrale de Réaube. Donc, nous n'avions absolument plus de courant, et à l'époque, il n'y avait pas de transistor. Donc, si on n'avait pas de courant, on n'avait pas de radio.
Nous n'avons donc pas entendu directement le message que nous connaissions, mais nous avons tout de suite compris que c'était le débarquement parce que de toute façon, on l'attendait d'un moment à l'autre. Écoutiez-vous souvent la radio? La radio de Londres. On écoutait tous les jours la radio. Tant qu'on a eu de l'électricité, effectivement, on a écouté tous les jours la radio absolument religieusement. Mais après, on a été obligé de faire autrement, puisqu'on n'avait plus de radio à la maison, qu'on n'avait plus d'électricité. Il y avait à 4 km de chez nous un monsieur et il avait construit ce qu'on appelait un poste à galène, c'est-à-dire qu'il marchait avec des batteries. Donc tous les matins, on faisait ces 4 km à pied, mais alors il faut vous imaginer que c'était dans des sentiers, dans des champs, parce que sur les routes, qui n'étaient pas goudronnées à l'époque, mais les routes étaient totalement occupées par les convois allemands. Donc on ne pouvait passer à peu près sans danger qu'en passant à travers champs. Donc on allait rejoindre ce monsieur. On allait donc rejoindre ce monsieur qui avait ce poste à galène. Et vous savez, à cette époque-là, on avait ce qu'on appelait les maisons du tisserand, c'est-à-dire une maison avec un escalier au milieu, et donc cet escalier fait un angle droit avec le mur de la maison. Donc ce monsieur se mettait dans l'angle de la maison, dans l'angle de l'escalier, avec le poste à galène, les écouteurs sur les oreilles, et puis Georges, qui était un résistant, qui était planqué à la maison pour ne pas aller en Allemagne, et moi, nous nous mettions devant lui pour qu'il écoute, alors qu'il y avait les soldats allemands qui étaient tout autour et qui circulaient tout autour. Donc on faisait semblant, Georges et moi, de parler pour lui faire un paravent pendant qu'il écoutait la radio. Et ensuite, il nous disait ce qu'il avait entendu et nous rapportions les nouvelles à la maison. Ça va être ma dernière question maintenant. Avez-vous un message à faire passer pour la génération future? Oh, bien sûr. Le message que je fais passer, c'est que moi je crois en la génération future. Je crois que vous avez beaucoup de choses à faire parce que nous avons essayé de construire un monde de paix, un monde de justice. Nous n'avons fait que partiellement. C'est à vous de finir et c'est à vous de vous unir pour refaire une France qui soit digne de son idéal et de ses valeurs. Merci beaucoup. Merci Madame Lajon. On ne m'a pas beaucoup entendu, mais enfin, bon. Je sais pas pourquoi. Un monde de paix, un monde de justice. Donc c'est ce que vient de dire donc Madame Lajon, effectivement, pour l'avenir. On va, pour terminer, avant d'aller vers l'extérieur, dans quelques instants, pour la deuxième partie, la dernière partie donc de cette cérémonie, en tout cas pour le final, avec Aïché, alors, qui va prendre le micro voilà, pendant que je vais vous donner quelques informations importantes, des informations qui concernent notamment l'été des commémorations dans l'Orne. Cette journée du 18 juin donc, préfigure l'année de Gaulle, qui est le 130e anniversaire de sa naissance, 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et le 50e anniversaire de sa mort. Alors, l'été des commémorations, nous aurons évidemment la route Leclerc au mois d'août, 76e anniversaire de la Libération, et les 22 et 23 août, 2 journées exceptionnelles, avec notamment le 22 août, samedi, donc des cérémonies officielles à Montormel, sur la côte 262, donc tout près du couloir de la mort, dont M. Godot et M. Gondouin ont parlé ce soir. Il y aura donc ces cérémonies officielles, ces cérémonies internationales qui seront présidées par Christophe de Balleur, président du conseil départemental de l'Orne. Et puis le lendemain, cet événement qui aurait dû se dérouler ce week-end, finalement, à Alençon, ce week-end du 20-21, eh bien, nous aurons l'appel de la liberté. Alors, ce sera ici, dans les jardins de l'hôtel du département, un lieu magnifique, évidemment, chargé d'histoire. L'appel de la liberté aura lieu donc, le 23 août et beaucoup de personnes qui nous écoutent ou qui sont là ici autour de nous seront des acteurs de cette journée. Donc, c'est très important. Ça, ce sera le 23 août. Donc, on retient bien ces deux dates, 22 et 23 août. Alors, dans un instant, j'évoquerai le programme
dans quelques instants dehors. Mais pour terminer, eh bien, Aïché qui revient pour un hommage, et cette fois-ci ce sera l'hommage à la France combattante. Hommage à la France combattante. Soldats tombés dans les déserts, les montagnes et les plaines. Marins noyés que bercent pour toujours les vagues des océans. Aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre. Combattants de la résistance tués au maquis et au poteau d'exécution. Vous tous qui, à votre dernier souffle, avez mêlé le nom de la France. C'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions. Vous fûtes les inspirateurs de tous ceux et de toutes celles qui, par leur acte, leur dévouement, leur sacrifice, ont triomphé du désespoir et lutté pour la patrie. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur, ou bien sous les rafales qui balayaient les champs de bataille, ou bien dans l'angoisse des cachots, ou bien au plus fort des tortures des camps de déportation. Votre pensée fut, naguère, la douceur de nos deuils. Votre exemple est, aujourd'hui, la raison de notre fierté. Votre gloire sera, pour toujours, la compagne de notre espérance. Charles de Gaulle. Eh bien, bravo. On peut applaudir d'ailleurs Aïché. Et au travers de ces applaudissements, donc, il s'adresse à tous les jeunes ce soir. Il s'adresse aussi à tous les grands témoins qui ont accepté notre invitation, l'invitation du conseil départemental, l'invitation de la classe défense, ces jeunes qui ont, dont on est fier finalement, Madame Lajon. On peut en être fier aujourd'hui de ces jeunes qui ont compris ce qu'était le général de Gaulle, qui ont compris évidemment ce qu'était ce moment important de notre histoire, ce moment incontournable, évidemment. D'ailleurs, je peux reprendre même l'expression de Jean-Luc Rémy-Aubriac, le grand historien de la France libre. C'est la dernière épopée collective du XXe siècle en France, la France libre. Voilà, cette création du général de Gaulle en juin 1940 à Londres, et puis tous ces volontaires, tous ces résistants qui, derrière, ont fait ce travail, un même combat pour une même patrie, effectivement. Alors, dans quelques instants, vous restez avec nous, vous allez voir des images, c'est-à-dire des photographies des 4 passages du général de Gaulle après la libération, donc dès 1945, d'ailleurs dès juin 1945, des photos superbes qui nous ont été données gracieusement, gentiment, en tout cas généreusement par des ornés ou par les archives de l'Orne. Et puis, c'est après ces photos, nous allons nous retrouver sur le perron de l'hôtel du département pour le chant des partisans, la Marseillaise de la Résistance, l'appel du général de Gaulle du 18 juin qui sera lu par Lucie et par Jamila, la diffusion de la marche de la 2e DB, cet hymne aux gars de Leclerc qui ont libéré Alençon et qui ont libéré une partie de l'Orne en août 1944. Et puis, pour terminer, avant la Marseillaise, le discours de clôture par le président du conseil départemental de l'Orne, M. Christophe de Ballor. Et enfin, une chanteuse, Julie Gloria, une chanteuse alençonnaise qui est là avec nous aujourd'hui, va chanter la Marseillaise a cappella. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci. C'était l'hommage au général de Gaulle pour ce 80e anniversaire de l'appel du 10 juin 1940. À tout de suite. Le général de Gaulle est venu à 4 reprises dans l'Orne après la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1945, un an après le débarquement, en qualité de chef du gouvernement provisoire de la République française, dans un circuit de visite appelé le pèlerinage des ruines. Le général de Gaulle fait halte à Tinchebray, Flers et Briouze. Le voyage se poursuit en passant par Rannes, Argentan et jusqu'à Alençon, où il arrive en soirée. Une cérémonie a lieu devant le monument aux morts, endommagé par les bombardements. Robert L'Écuyer et le préfet de l'Orne, Charles Chénaud, maire d'Alençon, accueille l'homme du 18 juin. À l'occasion du 3e anniversaire de la libération d'Alençon, qui est commémoré avec 2 jours d'avance, le 10 août 1947. Le général de Gaulle arrive l'après-midi dans la cité préfectorale où il rejoint le général Leclerc, déjà présent depuis le matin. De Gaulle prononce un discours au balcon de l'hôtel de ville, aux côtés du maire, Charles Chénaud. Une foule immense salue les 2 généraux. Alençon vit là l'une de ses plus grandes heures.
dans la période qui précède les élections législatives de juin 1951. C'est en qualité de chef du RPF qu'il visite ses compagnons normands. On le retrouve notamment à Argentan, puis dans une réunion privée organisée le 7 juin 1950 à Alençon, où il rencontre les gaullistes de l'Orne, qui sont environ 4000 à s'être déplacés. La visite qui a le plus marqué les Ornais est certainement celle effectuée en qualité de président de la République les 7 et 8 juillet 1960. Cette présence de 2 jours s'inscrit dans un grand voyage réalisé par le général de Gaulle dans l'ensemble de la Normandie du 6 au 10 juillet 1960, lors de la 2e année de son septennat. Le périple normand commence dans la Manche et va l'entraîner sur un parcours d'environ 1 millier de kilomètres et lui donner l'occasion, en 5 journées, de s'arrêter dans 150 communes pour y prendre plus ou moins longtemps la parole. Le thème de l'Algérie revient dans tous les discours de ce voyage. Le jeudi 7 juillet 1960, le déplacement officiel emmène le général de Saint-Lô à Alençon. Avranches, Argentan, l'Aigle et Mortagne-au-Perche sont les principales étapes avant Alençon. Sur cette photo, il est accueilli par le maire lors d'une halte à la Ferté-Massé. Il est un peu plus de 15 heures ce 7 juillet 1960 lorsque le général de Gaulle est accueilli en gare de l'Aigle par Roland Boudet, député de l'Orne. Après avoir récupéré sa déesse, le général traverse la ville sous les ovations et arrive place de l'Hôtel de Ville. Quelques instants après, il est accueilli par Ernest Voyer, alors maire de l'Aigle. Passage par Mortagne, où le général de Gaulle s'arrête près des Halles. Il fait un discours sur la place, puis se déplace dans la ville, et notamment au jardin public. Le vendredi 8 juillet, la 3e étape normande doit mener le général de Gaulle dans le Calvados, par COC, Flers, Vire et Bayeux. Dès le début du parcours, la voiture fait une halte à Condé-sur-Sarthe, au lieu-dit la Boissière, où la foule est comme partout très nombreuse. Derrière le général, on aperçoit Pierre Lefranc, chargé, à l'Élysée, de l'organisation de ces voyages. À COC, il est accueilli par le maire, Louis Ternoir, qui est aussi son ministre de l'Information et ancien secrétaire général du RPF. Gaulliste historique, Louis Ternoir a été secrétaire du Conseil national de la Résistance pendant la guerre, avant d'être déporté à Dachau. Nous lui rendons également hommage en cette année du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Le général de Gaulle est venu à 4 reprises dans l'Orne après la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1945, 1 an après le débarquement, en qualité de chef du gouvernement provisoire de la République française, dans un circuit de visite appelé le pèlerinage des ruines. Le général de Gaulle fait halte à Tingebray, Flers et Briouze. Le voyage se poursuit en passant par Rannes, Argentan et jusqu'à Alençon, où il arrive en soirée. Une cérémonie a lieu devant le monument aux morts, endommagé par les bombardements. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite.
attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Texte de l'appel du 18 juin. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser ses limites, l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique et qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres, général de Gaulle.
alors que le pays s'effondre sous le joug de l'Allemagne nazie, que les Français sont jetés sur les routes et les chemins, que notre armée est défaite et que les politiques ont renoncé. Le 18 juin 1940, un général quasi inconnu, le général de Gaulle, rejette l'armistice et lance un appel à tous les Français à ne pas renoncer et à prendre les armes. La désobéissance bouscule l'issue de la guerre et à jamais le destin de la France. Ce cri du général de Gaulle sera le début de la résistance. Cette voix unique et puissante, cette voix qui traverse le temps, porte une invincible espérance. Cette voix, elle incarne l'esprit de la résistance qui doit guider nos pas dans les épreuves. 80 ans déjà. 80 ans après, l'impact de ce message est intact. Ce général, dont nous fêtons également le 130e anniversaire de sa naissance et le 50e anniversaire de sa mort, aura marqué l'histoire de notre pays et du monde et reste aujourd'hui ce qui remplit nos livres d'histoire. Le rejet de l'inéluctable comme le dépassement de soi doivent plus que jamais inspirer nos décisions en cette période trouble et complexe que nous vivons tous. L'Orne est une terre de paix. L'Orne est une terre de gaullisme. L'Orne est une terre de résistance face à un État centralisateur, jacobin, diraient certains, et qui montre ses limites alors que les territoires ont démontré leur ingéniosité, leur agilité. Cultivons ensemble l'esprit du gaullisme, celui qui ne renonce jamais devant l'adversité. Vive l'Orne et vive de Gaulle. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Comme des libertés chéries, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis exposants à ton triomphe et ta gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons.
Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons.